Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons entamer l'étude de l'incipit du dernier jour d'un condamné. Commençons par une lecture. Condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit était jeune et riche, était plein de fantaisie. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques cette rude et mince étoffe de la vie. C'étaient des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit sous les larges bras des marronniers. C'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée, une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre de plomb, à mes côtés, seule et jalouse, chassant de toute distraction, face à face avec moi, misérable, et me secouant de ses 2 mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot, m'obsède éveillé, épie mon sommeil convulsif et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Je viens de m'éveiller en sursaut, poursuivi par elle et me disant « Oh, ce n'est qu'un rêve !» Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entr'ouvrir, assez pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée, essuyante de ma cellule, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde, dont la giberne reluit à travers la grille du cachot, il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille « Condamné à mort ». Très bien, d'après cette première lecture, nous allons identifier quelques termes qui sont importants à la compréhension du texte. Bon, alors les termes sont Bicêtre, c'est un ancien domaine français, un asile d'aliénés, est une prison parisienne. Dans le texte, c'est le lieu d'émission. Le condamné à mort, c'est la sentence. Voilà 5 semaines, le séjour à Bicêtre. Vous avez aussi 2 indicateurs très importants dans le texte. Vous avez autrefois qui indique le passé. Vous avez maintenant qui indique le présent. Vous avez 2 importantes phrases. J'étais libre et je suis captif. Le cachot, c'est une cellule obscure dans une prison. Vous avez infernal, un terme aussi important, champ lexical de la peur qui appartient à l'enfer. Hideuse, ça veut dire affreuse. Giberne, c'est une boîte où les soldats mettent leurs cartouches et objets.
Ce sont donc des mots importants pour mieux comprendre le texte. Bien, après avoir lu le texte, nous allons passer à la découverte et l'analyse du texte. Avant de commencer, de découvrir le texte, mon cours se déroulera en 4 étapes. Première étape, nous allons situer le texte, situation du texte. Deuxième étape, nous allons identifier le texte. La troisième étape, nous allons émettre des hypothèses de lecture. La quatrième étape, nous allons travailler sur 2 axes de lecture. Et nous allons finir par une petite synthèse pour synthétiser l'essentiel derrière, bien sûr, ce texte. Alors, commençons par la première étape, après avoir expliqué les mots difficiles, la situation du texte. Comme vous le savez, mes chers élèves, il s'agit du texte de l'ouverture, le texte incipitaire de cette œuvre, Le dernier jour d'un condamné, de Victor Hugo. Dans ce texte, il s'agit d'un prisonnier, c'est quelqu'un qui est condamné à mort, qui va partager avec nous ses souffrances, ses sentiments, depuis un cachot, depuis un cellule. Alors, le but de l'écriture, dès la première vue, c'est le fait de partager ses souffrances. Et derrière ce partage de souffrances, il va chercher à véhiculer d'autres choses. Et il va chercher à atteindre d'autres choses que nous allons découvrir ensemble. Alors, il s'agit de la situation du texte. Pour identifier le texte, nous allons partir de ce qui est formel, de la forme du texte, pour bien comprendre le contenu. Nous allons poser plusieurs questions pour comprendre l'identification du texte, pour bien identifier le texte. Par exemple, qui a écrit? Alors, c'est évident, c'est l'auteur, c'est Victor Hugo. Qui raconte? Alors, qui raconte, c'est le narrateur, c'est le prisonnier, c'est quelqu'un qui est condamné à mort. Jusqu'à maintenant, dès le premier paragraphe, il n'est pas complètement identifiable. On ne peut pas savoir qui parle. Tout simplement, c'est un être. Alors, qui raconte? C'est un prisonnier, c'est quelqu'un qui est condamné à mort. La troisième, bien sûr, ce condamné à mort, ce prisonnier, c'est lui qui écrit, c'est lui qui raconte, et c'est lui qui va recevoir. Ça veut dire c'est lui qui est l'émetteur, et en même temps, il est aussi, comme les lecteurs, un récepteur. La troisième question, où se passe l'histoire? Alors, l'histoire a eu lieu dans une prison. La quatrième question, le temps. Quand se passe l'histoire? Alors, quels sont les indicateurs de temps qui indiquent le temps de l'histoire? Nous avons un indicateur de temps, le premier paragraphe, deuxième ligne. Vous avez, voilà, 5 semaines que j'habite. Alors déjà, 5 semaines se sont écoulées. Alors, le temps, l'indicateur, c'est 5 semaines. Après 5 semaines, il a déjà passé dans la prison de Bicêtre 5 semaines. Sixième question qu'on peut poser pour comprendre le texte. Dans quel but? Pourquoi écrit-il? Pourquoi ce narrateur raconte-t-il? Alors, il écrit pour témoigner de la souffrance causée. Cette souffrance est causée par quoi? Par une sentence, par une idée. La première ligne, vous avez condamné à mort. Alors, c'est cette sentence qui a causé une souffrance au narrateur. C'est une idée qui hante, qui habite, entre guillemets, le narrateur. Ce narrateur est pris, il ne cesse de réfléchir à cette idée. Vous avez la question numéro 7. Quels temps verbaux sont-ils employés? Alors, les temps verbaux employés sont le présent, tout d'abord, et vous avez aussi là l'imparfait. Alors, vous avez un présent ici,
Pardon. Vous avez le présent d'énonciation et vous avez là l'imparfait. Cherchons ensemble quelques exemples. Par exemple, la ligne numéro 2, voilà 5 semaines que j'habite. J'habite, présent, ça y est. Encore, la troisième ligne, vous avez... pardon, ce n'est pas la troisième ligne, mais plutôt c'est la cinquième ligne. Vous avez, il me semble, verbe d'opinion ici. Vous avez l'imparfait dans la ligne numéro 6, j'étais, etc. Alors, les temps verbaux employés, nous avons un temps, nous avons un présent. C'est un présent par lequel le narrateur cherche à donner une vivacité à son texte. Et nous avons aussi l'imparfait. Vous savez très bien, le rôle de l'imparfait, c'est le fait de se focaliser sur les événements qui sont importants. Et aussi, il sera la description. Après avoir posé la question quels temps verbaux, nous allons passer maintenant à savoir la focalisation du texte. De quelle focalisation s'agit-il dans le texte? Il s'agit alors d'une focalisation qui est interne. Pourquoi interne? Parce que, d'abord, le narrateur est un personnage parmi les personnages. C'est le personnage principal. Ensuite, il emploie le jeu, comme dans le texte, par exemple. Le premier paragraphe, la première ligne, vous avez le jeu qui renvoie directement à un narrateur, celui qui le relate, qui raconte l'histoire. Et la troisième chose, dans ce texte et dans les textes qui vont suivre, le narrateur exprime sa subjectivité, il donne ses points de vue, il exprime ses sentiments, etc. Il s'agit alors d'une focalisation qui est interne. Passons maintenant à poser la dernière question pour finir l'étape de l'identification du texte. La tonalité. Il s'agit alors d'une tonalité qui est pathétique. Pourquoi? Parce que le narrateur cherche à émouvoir la pitié. Le narrateur agit sur le lecteur. Pourquoi? Pour émouvoir sa pitié et le pousser à changer son point de vue. Bien. Passons maintenant à savoir, en quelque sorte, quelles sont les unités de sens, si vous voulez, dans le texte. Pourquoi on doit chercher ces unités de sens? C'est pour simplifier la recherche des informations, l'identification des champs lexicaux, etc. Par exemple, on peut diviser ce texte en 3 parties. Alors, dès la première ligne, je travaille avec cette édition, bien sûr. Dès la première ligne, vous allez trouver le mot condamné à mort, c'est la sentence dans une phrase. La deuxième ligne commence par voilà 5 semaines. Je lis. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Qui parle ici? C'est un X, un inconnu, c'est un être. C'est un être qui est pris en piège. Alors la première partie peut avoir l'idée suivante. Il s'agit d'un narrateur, d'un être qui est pris en piège. Il est déjà dans la prison, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Alors la première partie doit commencer alors à partir de voilà 5 semaines, la deuxième ligne, jusqu'à sous son poids, la quatrième ligne. La deuxième partie doit commencer alors automatiquement à partir de autrefois. Autrefois jusqu'à j'étais libre. Ça veut dire à partir de, toujours dans cette même édition, à partir de la ligne 5 jusqu'à la ligne 16. Autrefois jusqu'à j'étais libre. Quelle est l'idée générale de ce paragraphe? Dans ce paragraphe, le narrateur évoque son passé heureux, un passé, il relate, il parle d'un passé où il était libre, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Alors,
La première partie, voilà jusqu'à son poids. C'est un être qui est pris en piège. Deuxième partie, comme je viens de le dire, maintenant jusqu'à j'étais libre. L'idée générale, c'est un passé heureux et un homme qui est libre. Troisième partie, ça doit commencer automatiquement à partir de maintenant, la ligne numéro 17, jusqu'à la fin du texte, jusqu'à condamner à mort, jusqu'à la ligne 30 ou 41, pardon. D'accord, alors dans ce paragraphe, il s'agit d'un narrateur qui nous raconte un présent, mais un présent qui est douloureux, un présent qui est malheureux. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement incarcéré, parce qu'il est dans une prison, parce qu'il est emprisonné, parce qu'il n'était pas libre. Alors l'idée générale, c'est un prisonnier qui nous raconte un présent malheureux. Et aussi, c'est un prisonnier qui est doublement captif. Il est premièrement emprisonné, il est physiquement dans une cellule, il est deuxièmement emprisonné dans une seule idée. Il ne cesse de réfléchir à une seule idée. Ce n'est pas comme il était quand il était libre. Quand il était libre dans son passé, comme nous allons découvrir après. Voilà, c'est ce qu'on appelle la composition, si vous voulez, du texte. Alors, vous savez maintenant de quoi parle le premier paragraphe, de quoi parle le deuxième paragraphe, de quoi parle le troisième, le quatrième et le cinquième paragraphe. Passons maintenant à émettre des hypothèses de lecture. On peut, par exemple, travailler sur la liberté et la captivité. Il s'agit d'un homme, d'un prisonnier qui était libre, mais cette liberté va disparaître. Il va alors être captif. Il va entrer dans une prison. Alors, bien sûr, d'après cette idée, nous allons étudier deux moments opposés. Un moment heureux, qui est le passé, et un moment malheureux, qui est le présent. Donc, le présent dans la prison. Deuxième axe sur lequel on peut travailler, on se pose la question, pourquoi ce narrateur est-il obsédé de la condamnation? Alors c'est l'obsession de la condamnation. C'est une idée, bien sûr, la condamnation, c'est une idée qui est obsédante et polyforme, ou polymorphe si vous voulez. Elle est polymorphe, pourquoi? Parce qu'il n'a pas une forme constante. L'idée de la mort qui vient souvent à la tête du condamné, qui ne cesse ou qui est toujours avec le narrateur, cette idée prend plusieurs formes que nous allons, Inch'Allah, découvrir dans le texte. Passons maintenant aux axes de lecture. La première forme alors, c'est une femme. L'idée de la condamnation à mort prend la forme d'une femme. C'est une personnification. Le paragraphe, la page numéro 5 toujours. Le deuxième paragraphe, vous cherchez. Et sinon, dans le premier paragraphe aussi, vous avez des indices. J'habite avec cette pensée. Comme cette pensée est une femme, est une personne avec laquelle on peut habiter. Alors, on donne un caractère humain à quelque chose qui n'est pas concrète, qui est abstraite, une idée. Cette idée qui est devenue comme une femme, qui est devenue comme une personne, elle habite avec moi. Alors la première forme, c'est une femme. Deuxième forme que prend l'idée de la mort, c'est la forme d'un spectre. La ligne numéro 23. C'est un spectre qui fait peur au narrateur, qui vient perturber son calme, etc. La troisième forme, c'est l'idée prend la forme d'un refrain. L'idée se répète toujours, de temps à
à autre. Il va gâcher, bien sûr, la tranquillité du narrateur. La quatrième et dernière forme, c'est la forme d'un couteau. C'est une idée qui prend la forme d'un couteau. C'est une idée qui perturbe les rêves du narrateur. Ces quatre formes de l'idée de la mort sont caractérisées avec plusieurs procédés. Par exemple, vous avez les adjectifs, comme dans le texte, pardon, le deuxième paragraphe, comme horrible, sanglant, implacable, infernal, fatal. Ce sont des adjectifs qui caractérisent l'idée de la mort, qui caractérisent une situation, un état d'âme d'un narrateur qui est hanté, qui est pris par cette idée, la condamnation à mort. Deuxième procédé, ce sont les verbes. Vous avez des verbes, par exemple, me secoue, la ligne numéro 29. Vous avez me glisse, me mêle, se colle, épie mon sommeil, etc. Ce sont des verbes par lesquels le narrateur cherche à montrer la gravité de cette idée, l'horreur éprouvée, etc. Troisième procédé, l'emploi de la comparaison. Cette idée est comme un spectre, il est aussi comme un refrain. Le quatrième procédé, ce sont les champs lexicaux. Bien sûr, le champ lexical dominant ici, c'est le champ lexical de l'emprisonnement. Ainsi, nous allons trouver cachot, prison, grille, soldat, fer. Alors, ces champs lexicaux sont au service de la caractérisation. Ces champs lexicaux et tous ces procédés, ils sont employés par le narrateur pour montrer alors l'horreur causée par cette idée, la gravité, la souffrance du condamné, etc. Bien, alors, vers la fin, Victor Hugo, qu'est-ce qu'il cherche à travers ce texte? Il cherche à toucher le lecteur afin de comprendre une telle souffrance. Le condamné à mort, c'est quelqu'un qui souffre dans une prison. Alors, Victor Hugo ici essaye à travers son narrateur de nous transmettre, de nous faire part des souffrances que peut vivre un condamné en attendant son exécution. Voilà, c'est ce qu'on peut faire brièvement sur ce texte. Merci de votre attention et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.